Delphine Boulet est une jeune enfant de 10 ans qui va disparaître pendant l'année 1988 pendant son camp de scout. Quelques jours plus tard, on retrouvera son corps calciné à une vingtaine de kilomètres de son camp. Pour tout savoir sur la triste histoire de Delphine Boulet, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo de la semaine des 1000 abonnés. Je suis vraiment super contente. Voilà, j'ai hâte encore de vous présenter celles qui vont suivre. J'espère que ça vous plaît toujours. Donc aujourd'hui on va parler d'une histoire assez triste. Donc l'enlèvement et la mort d'une jeune enfant qui avait seulement 10 ans. Donc elle s'appelle Delphine Boulet et son histoire est vraiment très choquante et elle m'a énormément touchée. Comme je le disais, Delphine a 10 ans et elle habite en région parisienne à Issy-les-Moulineaux avec ses parents, Alain et Marie-Josée Boulet et son grand frère qui s'appelle Nicolas. Pendant les grandes vacances de l'année 1988, les parents de Delphine et de Nicolas vont avoir l'idée d'envoyer leurs enfants à un camp de scouts pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils aient quelque chose à faire pendant le mois d'août. Et donc, c'est ce qui va se passer et ils vont se rendre à ce camp de scouts. Tout va très bien se passer pendant ce campement. Ils vont installer leur camp sur les hauteurs de Villéville. Ils sont donc en pleine nature dans un endroit assez exceptionnel et ils ont une superbe vue sur absolument tout le littoral. Ils sont à peu près une vingtaine d'enfants et il y a seulement 2 filles. Donc il y a Delphine Boulet et une autre fille qui s'appelle Marlène et qui a 10 ans, tout comme Delphine. Le drame va arriver le matin du 28 août 1988. Ce jour-là, Marlène se réveille et Marlène partageait sa tente avec Delphine. Elle se réveille et là, elle va se rendre compte que Delphine n'est plus là, elle n'est plus dans la tente. Donc Marlène va un petit peu paniquer, elle va se lever de sa tente et aller directement prévenir les chefs scouts. Dans un premier temps, ils vont tous fouiller le camp, fouiller un petit peu les bois à côté. Mais bon, c'est quand même un endroit très très vaste, en pleine nature. Ils vont appeler Delphine et puis à un moment donné, ils vont bien devoir se rendre compte qu'elle a disparu, qu'elle n'est plus là. Et donc, ils vont devoir appeler les parents et les autorités. Dès qu'ils vont prévenir les parents de Delphine, son papa va directement prendre la voiture et se rendre sur le lieu du campement pour participer aux premières recherches. Alors comme dans beaucoup de disparitions, la police va dans un premier temps essayer de rassurer les parents en leur disant que voilà, c'est sans doute juste une fugue, mais bon, voilà, c'est une fugue, mais c'est quand même dans une forêt, c'est quand même dans un endroit assez dangereux où il peut y avoir des animaux sauvages. Et puis voilà, même si Delphine a fugué, si on ne la retrouve pas très rapidement, elle pourrait mourir de soif, de faim, ou d'épuisement tout simplement, ou de froid. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on doit absolument retrouver Delphine, même s'il s'agit d'une fugue. Donc là, la police, malgré tout, même s'ils gardent en tête le fait que ce soit sans doute une fugue, ils vont quand même mettre de grands moyens. Donc pendant la première recherche, il y a quand même pas mal de policiers qui vont venir, les responsables du camp scout vont aider aussi à la recherche, le papa de Delphine, et ils vont aussi envoyer un hélicoptère pour survoler la zone au cas où il verrait Delphine. Là, le premier jour de la recherche touche à sa fin et on ne va strictement rien trouver, même pas un indice, même pas une trace de Delphine, rien. Les jours qui vont suivre, les recherches vont vraiment s'intensifier parce que comme je le disais, les parents de Delphine et la police ont très peur que Delphine finisse par mourir seule dans les bois. Donc voilà, ils vont vraiment se dépêcher. Il va y avoir beaucoup de bénévoles, des habitants de Villéville qui vont venir aider. Il va aussi y avoir les pompiers de la ville. Donc tous vont se rassembler pour aider. Mais malheureusement, on ne retrouvera toujours rien. Ce qui est aussi assez bien dans cette affaire, c'est qu'elle va être extrêmement médiatisée. Directement, il y a une 50aine de journalistes parisiens qui vont aller jusqu'en Normandie pour filmer les recherches, pour interviewer le papa de Delphine. Et le papa de Delphine va d'ailleurs donner un interview qui va pas spécialement rassuré, mais voilà, qui va nous en dire un peu plus sur Delphine. Donc son papa va expliquer que Delphine était capable de marcher vraiment longtemps, que ça n'étonnerait pas si voilà, Delphine serait déjà à quelques kilomètres du camp, parce que vraiment c'était une fille qui pouvait marcher, qui avait un peu d'endurance, etc. Mais il disait aussi que c'était une petite fille très timide, comme beaucoup d'enfants, et qu'elle n'était pas du genre à parler aux inconnus, et qui n'était pas non plus du genre
à fuguer non plus. Elle était très timide, très renfermée, elle faisait vraiment tout ce qu'on lui disait, c'était une petite fille très sage. Et ça aussi, ça pose question, parce que si elle n'était pas du genre à fuguer, on peut se demander qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc là, on va faire un bond dans le temps et on va se retrouver le 6 septembre 1988, donc 10 jours après la disparition de Delphine Boulet. Ce jour-là, il y a un promeneur qui cherchait des champignons dans les bois. Donc là, on est à 25 km de Ville-et-Ville. On est à Saint-Pierre-du-Val dans les bois des Houx. Et là, cet homme, en cherchant des champignons, il va tomber sur le cadavre d'une petite fille qui a été brûlée. Le cadavre est complètement calciné. Là, directement, on va penser à Delphine Boulet et on va demander aux parents de la petite fille d'amener quelque chose pour pouvoir faire un test ADN. Donc les parents de Delphine vont amener une petite dent de lait de leur fille et on va comparer la dent de lait, l'ADN de la dent de lait avec l'ADN du cadavre qu'on a retrouvé. Et là, ça va matcher, donc le cadavre est bien celui de Delphine Boulet. À partir de là, la police va devoir lancer une enquête pour enlèvement et meurtre avec préméditation. Alors c'est la police de Caen qui va être responsable de cette affaire et dans un premier temps ils vont interroger les chefs scouts du camp parce que c'est vrai qu'il n'y avait personne dans les environs et c'était compliqué qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans le camp pour kidnapper une petite fille. Donc tout le monde se tourne un petit peu vers les chefs scouts en se disant si ça se trouve c'est eux qui ont fait du mal à Delphine. Bon là la police va un petit peu tous les interroger et il va en ressortir qu'ils sont tous innocents, vraiment il n'y en a pas un qui éveille des soupçons et finalement on va tous les innocenter. Mais le problème c'est que là on retombe à zéro, on n'a plus aucune idée de qui ça pourrait être parce que si c'est pas les chefs scouts, c'est vraiment très bizarre. Les policiers vont au final interroger plus de 3500 personnes dans toute la France. Ils vont arrêter plus de 1000 voitures. Ils vont même placer plus d'une dizaine de suspects en garde à vue. Mais finalement, tout ça ne mènera à rien. Ça les avancera pas plus et l'enquête restera là. Il fera un petit peu du surplace. Mais là, il va y avoir un énorme rebondissement dans l'enquête. En fait, le 12 septembre 1990, donc 2 ans après la disparition de Delphine, la police va recevoir un appel d'un certain Rémi Boivant. C'est un ancien adjudant de l'armée qui s'est reconverti dans la restauration et aujourd'hui il est chef dans un restaurant. Le restaurant s'appelle le Pot-au-Feu. Rémi va expliquer qu'il a mis un de ses appartements à disposition d'un de ses employés qui s'appelle Gérard Lebourg et que en fouillant dans son armoire, il a retrouvé des coupures de journaux et des lettres, toutes en rapport avec la disparition de Delphine Boulet. Directement après l'appel, la police ne va pas perdre de temps et ils vont directement arrêter Gérard Lebourg et le mettre en garde à vue. Donc Gérard Lebourg, il a 29 ans au moment des faits et il est cuistot, donc dans le restaurant Le Pot-au-Feu. Gérard, il va montrer aucune résistance à son arrestation et même que très peu de temps après qu'il soit mis en garde à vue, il va tout avouer. Il va avouer que c'est bien lui qui a enlevé la petite Delphine Boulet et qu'il a ensuite tué. Après ses aveux, il sera donc inculpé pour meurtre. Dans un premier temps, la police va un petit peu enquêter sur la vie de Gérard Lebourg. Ils vont regarder ses habitudes, un petit peu sa famille, comment il a vécu. Ils vont aussi fouiller sa maison. Et c'est pendant la fouille de sa maison qu'on va découvrir que Gérard Lebourg, il avait abusé sexuellement de sa nièce qui avait 10 ans et de sa cousine qui avait 7 ans. Il avait abusé sexuellement d'elle à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est assez horrible et en fait, on va se rendre compte qu'il a un profil de pédophile et donc à ce moment-là, on va devoir se poser la question de est-ce qu'il a violé la petite Delphine Boulet avant qu'elle meure? La réponse selon le policier est oui. Sinon, mis à part les preuves assez inquiétantes qu'on a trouvées chez lui, Gérard Lebourg avait un casier judiciaire complètement vierge. Il n'avait jamais vraiment commis d'infraction avant qu'il soit mis en garde à vue. C'était un homme assez banal et même que plus tard dans la presse, il sera décrit comme un garçon assez gentil avec un regard sombre. Finalement, quelques mois plus tard, le 23 janvier 1991, la police va mettre en place la reconstitution de l'enlèvement de Delphine Boulet avec la participation de Gérard Lebourg. La reconstitution va donc se faire à Ville-et-Ville, à l'emplacement du camp scout. Le but ici est de savoir comment le meurtrier s'y est pris pour kidnapper Delphine Boulet la nuit du 27 au 28 août 1988. Donc Gérard Lebourg va expliquer qu'il avait déjà repéré Delphine Boulet un petit peu avant et que
il traînait un peu aux alentours du camp pour la regarder, pour l'observer et que la nuit du 27 au 28 août 88, il était resté près du camp et il observait la tente de Delphine pour pouvoir lui sauter dessus au moment où elle sortirait de sa tente. Malheureusement pour Delphine, ce jour-là, elle est sortie de sa tente en pleine nuit pour sans doute aller aux toilettes. Et là, Gérard Lebourg lui a sauté dessus et il l'a bâillonné et attaché. Ensuite, il l'a mis dans sa voiture, ils ont roulé et puis ils sont arrivés à 25 km de Villéville dans un bois. Là, il l'aurait violé et ensuite il l'aurait tué et brûlé. On sait grâce au médecin légiste que Delphine est morte à cause d'un coup à la tête. Donc voilà, Gérard l'avait frappée et elle était morte sur le coup. La police va prendre le temps de récolter assez d'indices et de témoignages. Et puis finalement, le 18 mai 1992, le procès va s'ouvrir devant la cour d'assises du Calvados. Gérard Lebourg va être poursuivi pour l'enlèvement, le viol et le meurtre avec préméditation de Delphine Boulet. Mais ce n'est pas tout, il sera aussi poursuivi pour le viol et l'attentat à la pudeur à plusieurs reprises de sa nièce de 10 ans. Gérard Lebourg sera représenté par l'avocat Michel Selle et dès le début, il va plaider non coupable. Pendant le procès, on va quand même pas mal parler de la vie de Gérard Lebourg. On va apprendre qu'il a grandi avec 9 frères et sœurs et ce qui est assez fou, c'est que il n'arrive même pas à se souvenir du prénom de ses 9 frères et sœurs. On va aussi apprendre qu'en 1984, donc 4 ans avant l'enlèvement et le meurtre de Delphine Boulet, Gérard Lebourg, il avait fait un séjour à l'hôpital psychiatrique de Caen. En fait, c'était sa maman qui avait tenu à l'hospitaliser après qu'elle ait découvert que son fils avait abusé de sa nièce de 10 ans. Quand il va sortir de l'hôpital psychiatrique, il va recommencer et cette fois-ci, il va s'en prendre à la cousine de sa nièce qui a seulement 7 ans et il va aussi l'abuser sexuellement. Ensuite, pendant le procès, il va y avoir un docteur qui va être appelé à la barre pour dresser le portrait psychologique de Gérard Lebourg. Le docteur va expliquer que Gérard n'est pas déficient mental, mais qu'il a quand même une intelligence très basse. Il va aussi relever sa peur et son manque de contact avec des femmes adultes. On va aussi expliquer qu'une grande partie de ses troubles de la personnalité viennent d'une très grave perturbation de sa sphère psychosexuelle. On va aussi parler de lui comme un homme fouillant, lâche et sans remords. Ses collègues du restaurant où il travaillait vont aussi parler à la barre et vont expliquer que pendant les pauses, Gérard Lebourg feuilletait des magazines style détective et il lisait très attentivement les articles sur des viols de fillettes, de mineurs. À la fin des 3 jours de procès, l'avocat général, donc qui représente l'État, et l'avocat de la famille de Delphine Boulet vont réclamer que Gérard Lebourg ait la peine maximale, c'est-à-dire une incarcération à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. Au final, c'est cette peine que donneront le jury qui est composé de 9 hommes. Il faut savoir que c'est une peine vraiment exceptionnelle parce que jusque-là, la peine maximale n'avait été donnée qu'à 6 personnes, donc dans 6 cas différents seulement. Une chose importante à dire aussi, c'est que pendant tout le procès, l'avocat général, donc celui qui représente l'État, fera preuve d'énormément d'empathie vis-à-vis de la famille Boulet et il va même s'exprimer. Je veux leur dire qu'en tant qu'homme, je vis à leur côté. Depuis des semaines, je vis leur calvaire. Delphine, j'ai l'impression de l'avoir connue. On peut avoir le choix entre la vengeance et la pitié. Ne cédez pas à la tentation de la pitié. Il n'en a pas eu pour Delphine, ni pour sa famille. Après le procès, les parents de Delphine Boulet vont continuer de se battre et écriront même l'association des parents d'enfants victimes. Le père de Delphine en est le président aujourd'hui et l'association compte plus de 200 familles qui ont perdu un enfant. L'association a aussi initié la création d'un fichier génétique qui permet de retrouver des délinquants sexuels. Par la suite, le 21 avril 2005, Gérard Lebourg décédera au centre de détention de Caen, il avait seulement 46 ans. Et finalement, le 26 septembre de l'année 2010, à l'entrée du bois où Delphine a été retrouvée, on va mettre une petite photo d'elle en hommage à elle. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Voilà, moi, elle m'a vraiment beaucoup touchée, surtout quand on parle de jeunes enfants comme ça, c'est toujours très touchant, je trouve. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!